Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand projet d'infrastructure dans le continent, le gazoduc Maroc-Nigeria, qui devrait alimenter, une fois les travaux achevés, plus de 11 pays et changera la donne géopolitique et énergétique du continent et même au-delà à l'échelle géostratégique mondiale en assurant la sécurité et la souveraineté énergétique de l'Afrique. Lancé en 2016 par le roi Mohamed VI et l'ex-président nigérian Mohamed Bouhari, la réalisation de ce grand chantier visionnaire est en train de passer à la vitesse supérieure. Avec notre invité, le Dr Driss Essaoui, analyste politique et économique, nous allons revenir sur l'importance stratégique et les enjeux de ce projet, mais aussi sur son état d'avancement et sur les étapes futures pour sa finalisation. Driss Essaoui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Alors, on va commencer par où est-ce qu'il en est ce projet du gazoduc Maroc-Nigeria? On sait que beaucoup d'étapes ont été franchies. Absolument. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? En fait, le projet a commencé par une phase d'études. Il y avait beaucoup d'études qui ont été réalisées au niveau de l'ONIM, au niveau du Nigeria et des autres pays impliqués dans la réalisation de ce projet. Ce travail donc, qui a permis aussi bien du côté marocain et du côté nigérian d'abord savoir de quoi on parlait. Est-ce que c'est réaliste? Parce que faire un gazoduc qui va traverser tout le croissant de pays africains, c'est-à-dire 5700 km. C'est énorme. C'est 11 pays quand même qui vont être concernés. Cela veut dire que nous sommes en train de parler et de réfléchir sur la transformation fondamentale des économies de tous ces pays. Parce que les pays africains, qu'est-ce qui leur manque? Ce qui leur manque, c'est l'énergie pour pouvoir mettre de l'électricité, pour pouvoir créer des activités génératrices de revenus, pour pouvoir également irriguer l'agriculture, faire de l'irrigation. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec le gazoduc. Et de toutes les manières, depuis très très longtemps, nous savons que le gaz est utilisé dans l'extraction de l'eau, des nappes phréatiques, des puits. Donc ça, c'est ce qui manquait pendant très longtemps à ces pays africains. On a parlé de 11 pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pratiquement le cœur de l'Afrique qui va être ouvert directement sur le bassin méditerranéen. Et ça, moi je trouve que c'est une transformation formidable. Grâce à quoi? Grâce à un tuyau de gaz qui va passer, un pipeline qui va passer. Voilà, qui va passer du Nigeria à travers les 11 pays, aller vers l'Espagne, aller vers le gazoduc Maghreb-Europe et pouvoir se connecter et donner la vie à tous ces pays-là. Il y a une grande partie qui sera sous-marine aussi. Absolument, c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le gazoduc... En fait, il faut que je vous rappelle une chose, parce que ce gazoduc n'est pas seulement le fait du Maroc. Il y a l'Algérie qui avait proposé que le Nigeria puisse créer son gazoduc, le faire passer par l'Algérie, par le Sahara algérien, et l'emmener à travers le gazoduc Maghreb-Europe et le donner à l'Europe. Mais je pense que, d'abord, il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ce que voulaient faire les Algériens. Et les Nigérians n'ont jamais compris justement l'attitude des Algériens à ce niveau et n'ont pas compris pourquoi ils ont fait ça. Au Maroc, les choses étaient beaucoup plus sérieuses. On a eu l'engagement personnel du roi Mohamed VI, du gouvernement marocain, et quand il y a un engagement de la monarchie marocaine, toutes les garanties viennent. Exactement. On va en parler ensuite pour comprendre pourquoi il y a cet engouement. Il y a beaucoup de pays qui veulent investir dans le projet, être partie prenante. Il y a cette garantie dont vous venez de parler. Alors, sur un plan géopolitique et stratégique, quels sont les principaux enjeux d'un projet aussi grand, aussi important? C'est un projet, comme je vous ai dit, qui va révolutionner tout le croissant de pays qu'il va traverser. D'abord, imaginez que des pays qui n'avaient jamais accès à l'énergie gazière ou à l'électricité qui vont pouvoir le faire.
Imaginez des pays qui n'ont jamais pu profiter de cette connexion ad vitam aeternam grâce au gaz. Et le prix qui leur sera concédé, c'est un prix préférentiel. Ce n'est pas un prix, ce ne sont pas des consommateurs finaux comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Angleterre, les autres pays qui vont profiter du terminal final du gazoduc. Donc ces gens vont pouvoir initier beaucoup de projets à partir de la disponibilité de l'énergie, qui est celle dont on a parlé, celle du gaz naturel. Et le gaz naturel, véritablement, ça va révolutionner toutes les équations que ces pays africains veulent justement mettre en place. Donc développement socio-économique, souveraineté énergétique. Alors la souveraineté, absolument. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les pays africains ne seront pas dépendants d'un pays européen. Ils seront pas... Dans le contexte actuel qui est plein d'incertitudes avec le nouveau... en Afrique, vous savez... nouvel ordre mondial, on ne sait pas ce qui va se passer. Le nouvel ordre mondial, il est très simple. Les Africains ont dit non à la domination. Et ils l'ont exprimé à la France. Et c'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont fait un volte-face extraordinaire par rapport à la France. Et la France-Afrique, pour ces pays-là, ne devrait plus exister. La même chose, on l'a vécu avec les pays du Gabon et d'autres, avec le Kenya. Tous ces pays-là se sont dit, nous, on est indépendants, il faut qu'on le reste, d'autant plus que le roi Mohamed VI, moi je l'ai toujours dit, je l'ai répété, c'est un roi militant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique. On n'a pas besoin d'être sous la tutelle de quiconque. Absolument. Alors c'est un projet, c'est sûr qu'il y aura un grand impact pour les pays africains, mais aussi pour l'Europe. Quel est l'intérêt stratégique pour l'Europe qui va vraiment bénéficier des retombées de ce projet, l'Europe et l'Union européenne de façon générale? Oui. Alors l'Europe et l'Union européenne, ils étaient connectés à qui au début? Il y avait le gazoduc Maghreb-Europe. C'est un problème qui est tombé à l'eau à cause de l'Algérie. Mais il y a aussi ce que livrait la Russie à travers son gazoduc à l'Europe. Mais la Russie, depuis ces derniers temps, elle commence à avoir d'autres préoccupations. Et ils ne sont pas sûrs de pouvoir assurer l'acheminement du gaz russe dans ce gazoduc. Et il était nécessaire pour les pays de l'Union européenne, pour les pays du bassin méditerranéen, la rive nord, il fallait qu'ils s'assurent qu'ils vont pouvoir avoir du gazoduc naturel qui va leur arriver, disons, dans de très bonnes conditions et à un très bon prix aussi. Et diversifier leurs ressources énergétiques ne peut être... Absolument. Ils ne peuvent pas continuer à travailler seulement avec le gazoduc Maghreb-Europe, mais il fallait ce gazoduc qui va bientôt voir le jour, qui va coûter très cher, va être très bénéfique pour les 11 pays africains, mais surtout pour les pays de l'Europe, même si la Russie, qui était contre le projet au départ... Oui, parce que la Russie était contre le projet, mais à un certain moment, elle a montré un intérêt pour le projet, alors qu'il est contre ses intérêts. Il est contre ses intérêts si on le regarde à court terme. Mais finalement, la Russie va voir que finalement, tous ces pays-là qui utilisent le gaz naturel, qui est une ressource extraordinaire, elle va venir, ils seront assurés d'avoir disons, un approvisionnement permanent, un très bon prix pour les pays européens, mais de manière permanente aussi. C'est-à-dire que finalement, les habitudes de consommation seront consacrées. Et finalement, on ne va pas révolutionner le mode de consommation européen. Donc l'intérêt de la Russie, à votre avis, ce n'était pas pour saboter le projet? Non, au début, c'est le premier réflexe. Les Russes, ils sont comme ça. Quand ils voient qu'il y a un concurrent qui arrive, ils commencent à donner des coudes pour pouvoir se positionner. Je ne pense pas que ce soit ainsi. La Russie a essayé, autant que faire se peut, de dire nous, on est différents, mais on est finalement content
que les Marocains, les Nigérians, on peut justement ouvrir ce gazoduc. Alors, ça va permettre aux pays européens de diversifier leurs sources d'approvisionnement, ne pas être dépendants que de la Russie, mais aussi ne pas être dépendants que du gaz algérien. C'est certain, parce que les Algériens, vous savez, toujours, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un sous-sol que la France a fait arranger. C'est-à-dire que le partage du territoire, tel que les Algériens l'ont fait, c'est comme si on avait pris un stylo et on avait découpé un petit fromage pour dire ça, c'est le territoire de la France. Personne ne viendra nous déranger ici. Et c'est pour ça qu'ils sont restés 132 ans. Aujourd'hui, quand ils sont sortis, c'est-à-dire les Français, et ils ont amené les sergents, les petits soldats, qui sont devenus aujourd'hui des maréchaux et des généraux au niveau de l'Algérie indépendante et qui aujourd'hui sont devenus de grands ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les Algériens avec leur gaz et avec leur pétrole, et on a le pétrole nigérian, on va se le partager avec eux, et on va essayer de créer de la richesse et du bonheur pour les autres pays. On va parler maintenant financement, parce que c'est un immense projet dont le coût est estimé à quelque chose comme 25 milliards, entre 20 et 25 milliards de dollars, exactement. Nous savons que le souverain avait déjà salué le soutien des institutions financières, régionales et internationales, qui ont annoncé, qui ont accompagné le financement des études de ce projet prometteur. Alors, il y a la Nigerian National Petroleum Corporation qui a annoncé en avril dernier son engagement à investir environ 12 milliards et demi, ça veut dire 50% dans le projet. Mais comment seront financés les 50 autres pourcents restants pour finaliser le bouclage financier? On sait qu'il y a un engouement international pour ce projet, mais à votre avis, pour quelle partie va-t-on opter? Je pense que pour le financement de ce qui reste, c'est-à-dire pratiquement 50% des 25 milliards, je pense qu'il y a déjà la Banque africaine de développement qui participe souvent à des financements intelligents et à des financements qui ont un effet de levier sur les économies africaines. Et je pense que la BAD va très certainement avoir un apport important et certainement qualifiant en termes de ressources. Alors, à côté de cela, il y a bien entendu le FMI, la Banque mondiale, qui eux aussi sont intéressés par ce genre de projet. Et je n'exclus pas aussi que certains capitaux au niveau de certains organismes financiers européens puissent avoir un intérêt pour ça et apporter à leur manière une partie de ce pactole, ces 12 milliards et demi qui doivent être déposés pour que ce projet puisse voir le jour. Et c'est un travail collectif qui va donner au Maroc, au Nigeria, la possibilité de conclure très rapidement le financement tel qu'on l'a décrit. Aujourd'hui, les études techniques sont là. On sait exactement le tracé, comment ça va se faire. Absolument. La partie sous la mer, il a été intégré aussi à cela. Et cela va rejoindre les objectifs que le Maroc avait tracés avec l'Espagne pour la liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se connecter quelque part, même si c'est de manière périphérique, mais ça va se faire parce que le travail a été aussi fait à ce niveau-là. Là, le projet, maintenant, il commence à prendre forme parce qu'il y a eu les études préliminaires à partir de 2018, puis fin 2022, il y a les dernières études d'ingénierie détaillées ont été finalisées. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc les gens savent que c'est du concret. Et là, les 15 États membres, il y a la CEDEAO, qui ont décidé d'être partie prenante de ce projet, puisque le pipeline traverse la majorité des pays membres. C'est important aussi, le fait que la CEDEAO... Est-ce qu'ils peuvent être partie prenante dans les financements? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que ce ne sont pas des pays riches, c'est clair. Mais chaque pays pourra apporter un petit chouïa, un petit quelque chose qui va aider aussi à parfaire le montage financier. Et quand quelqu'un participe avec ses moyens
au financement d'un projet comme celui-là, vous devez être sûr que c'est des gens qui vont pouvoir donner disons, un vécu important à ce projet. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont le préserver. C'est des gens qui vont essayer et travailler pour que sa vie soit la plus longue possible. C'est ça le plus important. Alors c'est un projet qui peut changer le visage de l'Afrique et de son intégration économique, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que quand on pense gaz, il n'y a pas que les énergies, il n'y a pas que pour faire... C'est toute l'économie. Absolument. Parce que les réserves, juste pour la région ouest africaine, elles sont estimées en gaz à quelque chose comme 5 000 milliards de mètres cubes dans la seule région de l'ouest africain. Donc, il y a assez de gaz pour que la génération actuelle, la génération prochaine, puisse vivre avec les effets de ce gazoduc et puisse justement développer ces projets. Parce qu'en Afrique, on a toujours remarqué que ce qui manque, c'est les infrastructures et surtout l'électrification. Parce que l'électrification est un mal endémique au niveau de ces pays-là. Et imaginez que ces pays puissent posséder un accès à l'énergie et qui vont pouvoir électrifier, qui vont pouvoir créer des activités qui peuvent être gérées à travers le gaz naturel. Je vous assure que la mise à niveau urbaine, la structuration de ces pays va changer le visage de l'Afrique. Électrifier, avoir accès à l'eau. Absolument. L'accès à l'eau, ça c'est la moindre des choses. Parce qu'en fait, quand on veut parler de dessalement d'eau de mer, souvent on a le problème de la matière, disons, du gaz, du pétrole, etc., pour faire fonctionner. Alors que là, vous aurez le gaz naturel qui va pouvoir être utilisé comme étant une source d'énergie extraordinaire. En plus de l'énergie solaire, parce que tous ces pays possèdent un accès à l'énergie solaire et ils ont un savoir-faire. Le Maroc est parmi les pays leaders à ce niveau. Il a investi beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Je pense qu'il a des choses à donner sur le plan de l'électrification à travers tout ce qui est énergie solaire. Oui, au-delà de l'économique et de la politique, il y a un autre volet très important, c'est celui de l'instauration de la paix dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Comment ce projet peut-il contribuer à l'instauration de la paix dans cette région assez mouvementée et très instable? On est en train de dire les mêmes choses, vous et moi. Vous m'avez dit qu'il y a une participation de 11 pays, et en plus, bien sûr, du Maroc, etc. Alors, ces 11 pays, c'est autant de gardiens de la paix, c'est autant de gardiens de ce gazoduc. Parce qu'on ne pourrait mettre à jamais des personnes ou des actions terroristes de pouvoir avoir lieu sur ce gazoduc. On va le surveiller, derrière, il y a aussi toute une protection qui sera assurée à cela. Alors, quand vous faites ce travail de surveillance, cela veut dire que vous avez des gens qui surveillent, qui sont là. Et ils ne peuvent pas aller se cacher dans les dédales de je ne sais quoi. Non, on sait qu'il y a un gazoduc qui passe par là, on va le protéger. Et les citoyens de tous ces pays-là seront les gardiens de ce temple, qui est le temple du gaz naturel. Ça va restructurer toute la région. Toute la région. Alors, dernière question. On sait que le projet avance bien, que le calendrier pour le moment est respecté. Quelles seront les prochaines étapes et combien de temps faudra-t-il pour concrétiser ce projet? Je pense très sincèrement, c'est-à-dire qu'avec la vitesse avec laquelle, parce qu'en fait, depuis 2019, en 2018, on a commencé à parler de ça. En 2019, on a lancé le projet, les études, etc. Aujourd'hui, on a les premiers résultats. Et très bientôt, on aura, si vous voulez, le cadrage entre l'Office marocain disons l'ONIM et l'Office nigérian du pétrole, qui sont là et qui vont pouvoir mettre en place les structures à même de gérer au mieux ce projet. Alors, ces gens-là, avec le travail qu'ils font, je pense qu'ils vont accélérer. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on a des dates, on a des rendez-vous.
on a le championnat de football, le championnat national africain. On a le championnat... Le mondial en 2030, oui. Non, il y a le mondial des clubs avant, et il y a le mondial 2030 que le Maroc doit accueillir. Alors, moi, j'imagine que pratiquement, d'ici 2030-35, on aura bouclé cette histoire de gazoduc et on va pouvoir parler de l'après-installation du gazoduc. Et surtout qu'on a remarqué que le souverain insiste de plus en plus, et dans son dernier discours prononcé lors de l'ouverture de la session parlementaire, sur le respect des échéanciers et du calendrier dans tous les projets. Il le dit. Et là, ça devient vraiment... C'est impératif. Nous avons beaucoup d'engagements par rapport aux événements internationaux dont on vient de parler. Le Maroc va être présent avec ses infrastructures, mais surtout avec ses grands projets. Oui, donc le projet des gazoducs, il n'y a pas d'obstacle. Les études ont été faites, maintenant il reste à passer au travail, à mettre en œuvre, à concrétiser, mais le plus gros du travail a été fait. Absolument. Et la faisabilité a été démontrée et qu'il n'y a pas de... Aucun problème. Je ne pense pas qu'il y ait de problème actuellement sur les autres étapes, parce qu'auparavant, quand on n'a pas encore fait les études, on pouvait douter. On pouvait dire, et on craignait aussi pour le financement, parce que c'est une somme colossale. C'est à 25 milliards, comment on va les ramasser? Alors qu'on est en train de voir que l'argent va être ramassé rapidement. Et surtout quand les deux États s'engagent, ça encourage les... C'est fondamental. L'engagement direct du Nigeria et du Maroc, plus les pays de la CEDEAO, je pense que ça, c'est des garanties fondamentales qui vont permettre au gazoduc de pouvoir fonctionner normalement et de manière excellente et changer, comme on l'a dit depuis le départ, le visage de cette partie de l'Afrique. Merci beaucoup, Desli Issaoui, analyste économique et politique. Merci pour cet éclairage. À très bientôt, j'espère. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.